Bonsoir à tous, il est 18h, c'est l'heure du JT sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 1er octobre. Dans l'actualité ce soir, plus de bivouac sur la voie normale, plus de rameurs, de jacuzzi ou autres originalités au sommet du Mont Blanc. Des cordées limitées, sauf en cas d'urgence. Une nouvelle réglementation s'applique désormais sur le Mont Blanc. L'arrêté a été signé aujourd'hui en présence de la secrétaire d'État à la biodiversité. Troisième et dernier épisode de notre série de la semaine, une série consacrée au patrimoine en péril et à la mission Stéphane Bern. Nous irons visiter la chapelle Saint-Anthelme ce soir du côté de Chignan. Et nous parlons également de l'Université Savoie-Mont-Blanc ce soir dans le JT, puisque le nouveau directeur du club des entreprises de l'université sera sur le plateau dans quelques minutes. La fin des hurluberlus, tant décriés par Jean-Marc Péex, c'est en tout cas l'un des objectifs de l'arrêté préfectoral signé ce jeudi à Annecy. Il assure une meilleure protection du Mont Blanc et surtout de ses pratiques le long des voies d'ascension. L'alpinisme, le ski, le parapente, la nuit en refuge, oui, le reste, non. Les premières lignes avaient été tracées par le président de la République lors de sa venue à Chamonix et Saint-Gervais au mois de février dernier. On fait le point. Cette carte qui est le fruit de cette concertation et de ce travail commun, et qui permet de définir cette zone qui rendra totalement possible l'activité de haute montagne. L'alpinisme, seulement l'alpinisme. Le 13 février dernier, Emmanuel Macron à Saint-Gervais pose les bases de cette nouvelle réglementation pour le Mont Blanc. Le 1er octobre, en présence de la secrétaire d'État à la biodiversité, l'arrêté préfectoral de protection des habitats naturels est signé. Une zone de 3100 hectares, 12% de la zone classée du massif du Mont Blanc, est désormais soumise à une réglementation plus stricte. On ne pourra plus venir en masse, donc venir dépasser la capacité d'accueil des refuges du camp de base de Tête-Rousse. On ne pourra plus venir impunément gonfler les rangs des refuges dans la jauge maximale qui est autorisée. On ne peut plus non plus squatter, je prends ce terme volontairement, la cabane des Rognes, ni l'abri Valo. On ne pourra plus emmener non plus n'importe quoi au Mont Blanc. Une véritable victoire pour Jean-Marc Péex qui monte au créneau depuis 17 ans sur des incivilités répétées au niveau de la voie normale du Mont Blanc. C'est très beau ce qui s'est passé aujourd'hui pour le Mont Blanc. Le préfet a fait un arrêté positif. Il n'a pas dit ce qui était interdit. Il a dit ce qu'on voulait qu'il y ait d'autorisé dans ce magnifique massif du Mont Blanc. Eh bien, c'est la pratique de l'alpinisme et la pratique du ski avec ses variantes. Il y a un certain nombre de variantes et ça, c'est quelque chose de nouveau. Il aura fallu des mois de discussions entre les différentes municipalités, services de l'État et professionnels pour trouver un accord jugé aujourd'hui équilibré. Côté Chamonix, on a longtemps défendu la liberté inhérente à la pratique de l'alpinisme. Par contre, ils ne cherchent pas à réglementer l'alpinisme. Et c'était ce qu'on souhaitait. C'est qu'il ne fallait pas aller sur le terrain de la réglementation sur l'alpinisme. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas en sortir, on ne sait pas ce qu'il faut dire. Et c'est la montagne qui s'impose à nous, ce n'est pas l'inverse. Et voilà, donc ça, par exemple, le bivouac qui était un vrai sujet, parce qu'on considère nous que le bivouac qui fait partie de la pratique de l'alpinisme continue à être autorisé sur les voies côté Chamoniard. Et puis on ne limite pas, on ne dit pas tiens voilà, il faut obligatoirement être 3 par cordée. Quand il y a des raisons de sécurité, quand il y a du brouillard, quand il y a des gens qui sont perdus et qu'un guide doit prendre sur sa corde d'autres personnes, eh bien ça reste autorisé. Donc je pense qu'on est revenu à un meilleur équilibre. Des règles qui pourront évoluer. Élus et préfets se retrouveront au sein du comité de pilotage pour ajuster l'arrêté si nécessaire. Le survol aérien, de plus en plus fréquent dans le Mont Blanc, devrait aussi faire l'objet d'une nouvelle réglementation d'ici l'été prochain. Plus tôt dans la journée, Bérangère Abba, la secrétaire d'État à la biodiversité, s'était rendue au Plan de l'Aiguille du Midi. 2 jours de rencontres étaient organisés dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine. Elle en a profité pour revenir sur ce nouvel arrêté. On l'écoute. C'est le fruit d'un long travail de concertation et je remercie d'ailleurs tous les participants, experts, élus, sphères économiques qui ont travaillé à cette concertation pour construire cet arrêté et son contenu de manière vraiment à ne pas mettre sous cloche, il n'est pas question de ça, mais à réconcilier les usages, les pratiques dans la meilleure préservation de l'environnement. Cet équilibre, il est nécessaire à trouver. On a ici des gens, des habitants et même des passionnés de montagne qui ont ce respect de la nature. Et donc je crois qu'il ne fallait pas s'effrayer sur des concepts, mais vraiment travailler concrètement à ce que voudrait dire la mise en œuvre de cet arrêté. Et quand on a fait ce chemin ensemble, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde salue cette évolution pour ce qui est de toute façon un patrimoine commun.
Et j'ajoute que l'on reviendra dans l'une de nos prochaines éditions sur cette rencontre organisée à Chamonix dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine. Comme pour les transports en commun, les transports scolaires font l'objet de mesures sanitaires spécifiques pour lutter contre la propagation du Covid-19. Ainsi, dans les 5000 bus scolaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires. Sébastien Germain s'est rendu dans la vallée du Brévon, entre Armoy et Bellevaux précisément, pour accompagner les collégiens dans leur navette. Reportage. 7h55 ce jour-là. À Armoy, comme chaque matin, ils sont une petite vingtaine de collégiens à prendre le bus scolaire direction le collège Notre-Dame à Bellevaux. Et aucune fausse note n'est à signaler car tous portent le masque, protocole sanitaire Covid-19 oblige. Et même si le trajet de 15 km s'effectue en musique et dans la bonne humeur, les avis concernant le port du masque restent divergents. Ça permet de préserver les gens pour pas qu'ils tombent malades et tout ça. Donc tant mieux parce que moi personnellement le masque je le sens même plus au bout de tous les jours le mettre, après on s'en rend même plus compte. Bah c'est vrai que dans le car scolaire ça commence à être dépassé, on a envie de l'enlever, c'est vraiment pénible. On voit pas le visage et moi ça me dérange. De son côté, la région Auvergne-Rhône-Alpes avait pris les devants avant la rentrée scolaire en envoyant à chaque enfant utilisant les transports scolaires un lot de 2 masques en tissu réutilisables. Le plan sanitaire est donc bien huilé. C'est vrai qu'on est parti de loin. Au mois de juin, c'était un siège sur 2. Aujourd'hui, tous les sièges peuvent être occupés. Ce qui veut dire que les bus sont à plein. On avait 44 enfants ce matin dans notre car. Donc ça facilite le transport, bien évidemment. Après, il y a le masque. Et puis, il est quand même conseillé, mais les parents sont responsables d'avoir toujours les mains propres. Donc on suppose que l'enfant s'est lavé les mains avant de monter dans le bus. Et on a vu, je ne sais pas si vous avez vu à des arrêts, il y en a qui avaient du gel et qui se nettoyaient les mains. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a certaines choses qui étaient exceptionnelles hier, aujourd'hui sont entrées dans la norme. Pour le transporteur, en l'occurrence la SAT, tout est également mis en place pour garantir la sécurité des élèves. En plus d'une désinfection grandeur nature au dépôt où l'intégralité de l'habitacle est aspergée d'une solution nettoyante, des masques sont également à disposition pour parer à toute éventualité. Si certains élèves n'ont pas de masque quand ils montent dans le car, qui me disent qu'ils l'ont oublié, j'en ai dans le car que je leur fournis. En Haute-Savoie, chaque jour, ce sont 13 700 élèves qui utilisent les transports scolaires. Notre invité du jour doit faire face à un défi. À la tête du club des entreprises de l'Université Savoie-Mont-Blanc, créer du lien entre 2 univers bien distincts, mais qui font face aujourd'hui à une même crise sanitaire. J'accueille Nicolas Borges ce soir. Bonsoir, merci d'être sur le plateau du JT. Alors vous avez pris la suite il y a 1 an de Virginie Retzer. Après avoir sillonné notre région, vous avez notamment travaillé au développement de la Cité des métiers du côté du Grand Genève, de l'Agence économique de Savoie ou encore de la création de l'Agence économique régionale. Aujourd'hui, votre mission consiste à rapprocher, je l'ai dit, l'univers de l'entreprise à celui de l'université. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce défi-là ? Eh bien, écoutez, c'est vrai que toutes les questions liées à la fois aux besoins en compétences des entreprises et puis aux nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail, comment mettre en adéquation ces besoins entre des entreprises qui ont des besoins en compétences qui évoluent et puis des jeunes qui suivent des formations à l'université qui vont leur permettre de répondre aux besoins des entreprises en termes technologiques, managériales et puis plus globalement en termes de relations au sein des entreprises. Alors, initialement, vous deviez venir sur le plateau fin mars. Depuis, on le sait, il s'est passé pas mal de choses. Qu'est-ce qui s'est passé pour le club pendant le confinement ? Est-ce que vous avez pu continuer à travailler ? Alors effectivement, ça a été un gros enjeu pour le club de maintenir ses activités puisque le club organise beaucoup d'événements, de la connexion entre le monde de l'entreprise et le monde des étudiants. Et c'est vrai qu'avec la période de confinement, tous nos événements ont été annulés. Et c'est vrai qu'on a eu un petit peu peur compte tenu de la fin de l'année scolaire et des périodes de stage à réaliser pour les étudiants afin d'obtenir leur diplôme. Et donc, on a très vite lancé avec l'université un SOS stage et alternance de manière à réactiver un petit peu des offres fraîches d'entreprises qui auraient pu la possibilité de continuer d'accueillir des étudiants. Et puis, on a organisé des job dating en digital sur plusieurs sessions. Alors, il est vrai qu'habituellement, on a à peu près 8 à 900 offres d'alternance et cette année, on était plutôt de l'ordre de 500, ce qui marque à la fois une diminution, mais quand même un maintien et des entreprises qui jouent le jeu. Est-ce que les étudiants que vous accompagnez, 15 000 étudiants pour l'université Savoie-Mont-Blanc, sont inquiets de cette période-là ?
Alors, bien sûr, ils sont inquiets. Certains se posent la question de se dire est-ce que je ne vais pas être pénalisé aujourd'hui d'être dans une formation où je vais avoir des cours en présentiel, en hybride, des périodes de stage qui peuvent être remis en cause. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle l'université a développé de l'hybridation des enseignements avec du présentiel, du distanciel. Et nous, au niveau du club, on s'est adapté aussi pour mettre des ressources digitales en ligne pour permettre à l'étudiant d'être acteur de son projet professionnel. Comment on connecte étudiants et entreprises à l'heure de la distanciation, etc. Comment ça se passe ? Alors, effectivement, l'idée, c'est aussi d'identifier des entreprises qui sont prêtes à s'impliquer, à partager leur expérience. Et vous en trouvez ? On en trouve. Un nombre important continue de jouer le jeu. Je crois que la 8 Mont-Blanc a continué sur cette voie-là, en accueillant davantage d'alternants. C'est vrai que les mesures de l'État en termes financiers pour les entreprises et puis également en termes de décalage des rentrées permettent, je dirais, de pallier, en tout cas, ou de sécuriser cette relation entre l'entreprise et l'étudiant. Ils ont changé les besoins des uns, donc entreprises, des autres, les étudiants ? Alors, vous touchez une question centrale. Il est clair que depuis maintenant 10, 15, voire 20 ans, le marché du travail est en pleine transformation, les organisations des entreprises, le type de management. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte que le Covid est venu accélérer ces transformations. Et finalement, ça fait une perspective intéressante avec les nouvelles générations, les fameuses millennials, comme certains les appellent, qui eux aussi sont davantage en quête de sens, d'autonomie, sur des sujets autour du développement durable, de l'environnement, de l'innovation technologique. Et finalement, la crise qui peut apparaître bien sûr comme négative à plein d'égards, finalement, offre aussi des opportunités et finalement devient une possibilité de rebond et d'intérêt pour les étudiants. Est-ce que les entreprises arrivent à suivre ces nouveaux besoins, ces nouvelles envies de leurs futurs employés? C'est vrai que les entreprises vont déjà transmettre ce qu'elles savent faire, ce qu'elles connaissent bien. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir des décalages entre ce que l'entreprise propose et l'attente des jeunes. Et une des missions du club, c'est finalement de faire un petit peu le décodeur, cette interface pour justement amener chacun à faire tomber des représentations, à avoir une forme de transparence pour mieux dire qui il est. Et finalement, est-ce qu'on a envie de faire un bout de vie ensemble dans cette entreprise et en tant que métier? Compte tenu du contexte, il y a eu des aides supplémentaires pour les entreprises et des délais supplémentaires. Donc si des étudiants qui nous regardent cherchent encore ou des stages ou des alternances, c'est possible et vous organisez des rendez-vous là dans les prochaines semaines? Tout à fait. Alors effectivement, pour l'alternance, donc l'État offre une prime de 8 000 € sur la première année et puis donc permet la possibilité de signer le contrat jusqu'au mois de février. Et donc l'université s'est adaptée pour proposer des cours sur le premier semestre de manière à ne pas pénaliser les étudiants. Et donc effectivement, on organise, comme chaque année, pour la 13e édition cette année, la semaine emploi entreprise du club qui se déroule sur les 3 campus, où on va proposer en digital des conférences métiers, des interventions de professionnels auprès des étudiants sur différentes thématiques. Hormis ces contacts, vous m'avez donné le chiffre, 20 000 contacts réalisés par le club des entreprises, votre chantier prioritaire aujourd'hui, il est où? Alors, c'est déjà, je dirais, de rester dans la continuité, dans l'amplification des actions qui sont développées depuis bientôt 30 ans au sein du Club des entreprises. Et puis, bien sûr, de rentrer dans une logique de personnalisation de nos activités, de digitalisation de ces activités, de manière à pouvoir proposer à la fois des rencontres physiques, mais aussi des ressources en ligne. Et puis, le deuxième chantier prioritaire pour les années à venir, c'est aussi d'être au plus près des territoires, des problématiques des entreprises, travailler avec les collectivités pour proposer des projets qui impliquent les étudiants, les entreprises et puis je dirais l'ensemble des parties prenantes du développement économique. Une petite question bonus, ce club des entreprises, vous avez dit, ça fait 30 ans, ça participe vraiment à l'excellence de l'université, il est souvent mis en avant dans ce sens-là? Eh bien, on se croit le penser en tout cas, et je continue cette trajectoire. Effectivement, c'est vrai que c'est un modèle assez inédit qui vise à s'appuyer sur un triptyque: territoire, collectivité, entreprise et le monde universitaire, avec une idée d'échange où chacun est à la fois offreur et demandeur, les entreprises qui apportent des compétences et qui en demandent, et également pour l'université. Merci beaucoup d'être venu nous parler du Club des entreprises. Et donc, on trouve toutes les infos et notamment les dates sur le site internet. Le site internet. Merci beaucoup, Nicolas Borges, d'être venu sur le plateau. C'est désormais officiel. La vallée de Chamonix est bien au programme des Coupes du Monde de ski alpin cette année, avec 2 slaloms attendus, les 30 et 31 janvier. La Fédération internationale de ski a dû revoir son calendrier. Covid oblige, puisque les stations américaines et canadiennes n'accueilleront aucune course. Le programme est donc revu, puisque Chamonix devait accueillir initialement une
une descente et un gélant parallèle. Finalement, ce sera de slalom. On ne sait pas encore si ce sera en présence du public ou non. En Savoie aussi, la Coupe du monde de ski fera étape au mois de décembre à Courchevel et Val d'Isère. Le calendrier officiel doit être présenté prochainement par la Fédération internationale. Dernier épisode de notre série de la semaine, elle est consacrée, vous le savez, à la mission Stéphane Bern. Depuis 2018, elle contribue à soutenir un patrimoine en péril. En Savoie-Mont-Blanc, plusieurs sites ont bénéficié ou vont bénéficier de ces aides. Après Servoz et Montsapet, nous partons à Chignien ce soir, où la chapelle Saint-Anthelme va faire l'objet d'une importante rénovation. Petite visite avec Aurore Briffaut. À l'entrée de la Combe de Savoie, la chapelle Saint-Anthelme trône fièrement au milieu des vignes. Michel Ravier, le maire de Chignien depuis 2001, raconte l'histoire de ce lieu. Le 9 décembre 2005, donc, nous avons eu l'opportunité de racheter la chapelle Saint-Anthelme. Pourquoi la chapelle Saint-Anthelme? Parce qu'en 1107, Saint-Anthelme de Chignien est, d'après l'histoire, né sur ce site. On n'en est pas complètement sûr, mais bon, voilà. Et donc, en 1876, cet édifice a été dressé avec l'architecte Baussan, le même architecte qui a fait la Bastide à Fourvière. Hein. Donc, et il a été construit sur les ruines d'un ancien château médiéval, donc le château de la Biddière. Avec le temps, le bâtiment s'est dégradé. Des rénovations ont donc été nécessaires. Les travaux ont commencé à l'extérieur afin de consolider la chapelle. Toiture, charpente et murs ont été refaits pour que les travaux intérieurs puissent débuter. Dans le cadre de la mission Stéphane Bern, c'est la restauration intérieure de cette chapelle qui est imaginée, donc avec les peintures, vous voyez qu'on a des fissurations, en fait il y a énormément de choses à faire, et donc la commune de Chignien, avec son minimum de budget, ne pouvait pas enchaîner ces travaux importants, puisqu'on discute à l'heure actuelle d'1 200 000, hein, et la commune a mis 1 million d'euros, donc pour faire enchaîner les travaux sur la restauration intérieure. Avec la restauration des peintures murales, de la maçonnerie, de l'électricité et de la menuiserie, ce sont différents corps de métiers qui se succèdent. C'est plus la main-d'œuvre qualifiée. Ils ne sont pas forcément très nombreux, mais sont des gens très compétents et qui connaissent leur boulot, bien sûr, et qui travaillent, on va dire, avec cœur, et cela prend du temps. Donc ce n'est pas tellement la quantité d'ouvriers, parce qu'ils vont se gêner sur place, notamment maintenant avec la Covid. Donc on est obligé de faire très attention. Et les chantiers, on n'a pas besoin de livrer tout de suite, mais on est dans les temps de la restauration. C'est en 1992 que l'édifice a pour la dernière fois été ouvert au public. Le maire espère que la chapelle pourra de nouveau ouvrir ses portes au début de l'année 2022. Avant de se quitter, on part du côté de Brides-les-Bains pour aller jusqu'à la fin de le journal. Chaque année, une sélection du Festival d'Angoulême prend ses quartiers dans la station thermale pour 4 jours de festival. L'édition 2020 commence en ce moment même. Bénédicte Brols, directrice de l'Office de tourisme de Brides-les-Bains, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette édition 2020, une 7e édition, ça fait du bien. On le sait, l'année a été un peu compliquée du côté de Brides-les-Bains. Ça fait du bien d'accueillir du public. Oui, ça fait vraiment du bien parce qu'en plus, les gens attendent cette édition avec impatience. On sait que les curistes viennent pour la semaine chez nous, voire les 3 semaines par rapport au festival. Donc, on est heureux de les accueillir. Quel est l'esprit de ce festival que vous organisez depuis 7 ans ? Eh bien, ce festival, en fait, c'est un festival convivial par rapport à Angoulême, comme Dominique Besnéard adore aussi Brides-les-Bains. Il a voulu nous amener ce festival avec donc les films primés d'Angoulême et également des avant-premières. Et donc voilà, c'est un petit festival mais très sympathique et donc qui était assez prisé. Donc avec 4 films primés cette année et d'autres, on a également 6 avant-premières. Alors, c'est tout le temps difficile, mais s'il y avait un rendez-vous à ne pas manquer d'ici dimanche, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent jusqu'à dimanche pendant 4 jours. Alors oui, et puis en fait, avec les conditions sanitaires et tous les protocoles et avec les jauges de cinéma, comme on a des salles assez petites, les films commencent à être complets. Mais franchement, moi j'ai eu la chance de voir 10%. Donc on a la chance d'avoir la série 10% dimanche matin gratuit. Et on va essayer de mettre une autre séance à 14h, donc pour avoir un maximum de personnes et contenter tout le monde. Mais en film, mon coup de cœur, c'est le film, alors il y en a un qui est Slalom,
qui est un film qui était tourné dans la région, donc qui parle donc de Charlène Favier, qui parle en fait du problème en fait des entraîneurs, tout ce milieu sportif, hein, on peut avoir certains soucis. Également le film où j'ai eu la chair de poule parce que c'était trop bien, c'était le film Miss. Voilà, donc Miss c'est samedi et je pense qu'il est complet, mais on va essayer de voir en fonction sur place pour accueillir encore quelques personnes. Et ben, on surveille le programme de près du coup. Merci beaucoup Bénédicte Breuil, très beau festival, merci. Merci. Oui, au revoir. Avec plaisir. Et donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site de l'Office de tourisme de Brive-les-Bains pour toutes les séances, justement, s'ils en rajoutent. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe et merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. À demain, 18h, pour un nouveau JT. Juste après la météo, on se retrouve pour le dernier épisode de Panorama au centre hospitalier Annecy-Genevois. À demain.